Gaspard Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Ce magazine que nous avons lancé ici à CPL Télévision avec un invité sur le plateau. On traite des questions liées à la politique, au droit, à l'économie et au social des Congolais. Vous le savez, l'actualité politique dans le pays reste dominée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Le bureau d'âge au Sénat a été mis en place aujourd'hui. On parle d'une violation de la loi. J'ai lu un communiqué du bureau définitif signé par le professeur Kaoumba qui stipulait que la plénière a déjà été suspendue. On parlera de ça. Et y a-t-il violation de la loi dans ces tohu-bohu qui se passe à ce moment ici et à la chambre basse et à la chambre haute du Parlement? On tentera de voir un peu la lumière là-dessus. On reviendra sur le travail de l'IGF, l'inspecteur général des finances. Monsieur Jules Alengueti, fait-il correctement son travail? Quelles sont ses missions au regard de la loi? Peut-il se transformer en cour constitutionnelle ou plutôt au parquet? On reviendra également sur d'autres questions importantes de l'actualité politique dans le pays. Pour en parler, quoi de plus normal que de recevoir quelqu'un qui a un peu de manière transversale, il touche à la politique, au droit et à tout ça, Maître Laurent Onyemba. Maître, bonsoir. Bonsoir, cher ami Pirolo. Ça fait toujours plaisir de t'avoir sur le plateau. Hein. Rassurez-vous que de chez moi, comme je ne regarde plus que les chaînes qui sont sur YouTube, eh ben, chaque soir, avant de dormir, je sais te voir de chez moi. Et donc, je salue le travail que tu fais. J'ai toujours choisi, humblement, de toujours saluer les amis qui font la différence. Je suis quelqu'un qui horreur des oraisons funèbres, châtié, parler de Pérou après, qui n'entendent plus rien. Là où il va, personne ne connaît. Mon cher ami, tu fais la fierté. De temps en temps, je ne suis pas d'accord avec toi sur telle option, telle autre option. Ce qui est normal, d'ailleurs, on est en démocratie. Le plus important, c'est la manière de rendre. Vous le faites dans le strict respect des normes déontologiques. Et là où je salue ce que vous faites. Merci beaucoup, Maître Laurent. Vous êtes juriste, vous êtes politique. Toujours ensemble, les Moïse Katumbi? Je suis cofondateur d'Ensemble. Ok. Ensemble hier, aujourd'hui, et probablement éternellement. Ça veut dire que vous soutenez l'Union sacrée? Écoutez, l'Union sacrée, de la conception que nous avons eue au départ. Parce que j'ai vu des gens bégayer autour des concepts qui sont faciles à expliquer. À la conception du départ, l'Union sacrée est une idée qui est née dans la tête du président, à dire que la gouvernance FCC Cash a monté ses limites. Et que face aux défis de notre développement, face aux défis de donner à manger aux Congolais, il fallait faire appel aux autres Congolais les plus représentatifs avec une expertise nouvelle pour aller vers une nouvelle gouvernance. Donc et là, pour on moi, est dans l'idée originelle. Et pour moi, l'Union sacrée devait s'arrêter à un moment donné. Ça veut dire l'ensemble transfuge FCC qui ont accepté de signer la pétition contre Mabunda, plus Ensemble pour la République, plus MLC, plus quelques non-alignés. AFDC, AA, tout ça. Ok? Et plus AFDC justement. Et donc, cette Union sacrée que je vois aujourd'hui comme une sorte de tour de Babel, moi, Onyemba, je ne me reconnais plus. Mais par discipline politique, parce que Moïse Katumbi, a demandé aux élus, il faut nuancer. Moïse Katumbi, jusqu'à la preuve du contraire, n'a pas encore dit que l'ensemble de la machine Ensemble pour la République est à l'Union sacrée, parce qu'il n'y a pas de déclaration politique qui nous soit opposable. Moïse Katumbi a demandé aux élus de l'Union sacrée, plutôt de Ensemble, je vous le dis, MS, G7 et puis AMK, à soutenir la démarche de l'Union sacrée. Et donc, il faut des esprits surélevés scientifiquement pour percevoir qu'il y a encore des divergences qui doivent être élaguées avant de se réclamer totalement Union sacrée. Non, attends, Laurent, là, ne m'amenez pas en forêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à l'heure actuelle, Katumbi est dans l'ensemble, mais vous, Laurent Onyemba, la nouvelle configuration, le nouveau format d'ensemble, vous n'y êtes pas. Vous ne vous reconnaissez pas dans ça. Je dis ceci. Nous avons soutenu, tu sais, la beauté du français loge dans la nuance, cher Pierrot. Nous avons soutenu l'idée originelle de l'Union sacrée. Mais que nous avons dit l'Union sacrée parce que moi, je suis légaliste et je suis spécialiste modestement en question des partis politiques. Il n'existe pas au Congo une structure qui n'est pas un cadre juridique. Il y a une loi qui intitule toutes les associations. Vous devez avoir une forme. Soit vous êtes une ONG, soit vous êtes une plateforme, soit vous êtes une coalition politique, soit vous êtes un parti politique. Et donc,
à partir du moment où l'Union sacrée n'aura pas donné le cadre juridique de son existence comme personne juridique, l'Union sacrée restera dans l'idée du président. Et donc, on ne peut pas loger une adhésion dans la tête du président. Non, mais là, ça me fait un peu peur. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec Jacqueline Dalla ici, qui venait me faire rapport de sa décision de claquer la porte. Vous donnez l'impression qu'aujourd'hui, ensemble, ce n'est pas un groupe homogène et cohérent. Vous voulez donner l'impression qu'ensemble reste une structure où les décisions sont prises par une minorité et imposées aux autres. Non, non. C'est l'image que ça donne au niveau de la communication. Écoutez, et ça porte un coup à Moïse Katumbi à vous entendre parler comme ça. Je peux n'avoir pas été d'accord avec Jacqueline Dalla sur la décision de dire je quitte ensemble. Parce qu'en fait, on y va pour les meilleurs et pour les pires. Ça signifie que vous devez en interne, engager la discussion. Comme dans un mariage. Créer un courant pour dire cette option ne me plaît pas, mais à partir du moment où l'option est adoptée par le plus grand nombre, eh bien, la loi de la majorité veut qu'on aille du côté de ceux de la majorité qui ont décidé au sein. Est-ce que l'option a été débattue? Mais la question fondamentale. L'option a été débattue. Mais la question fondamentale, je vais y venir. Ok. La question fondamentale, c'est qu'en réalité, l'unique maladie qui est dans des formations politiques, c'est de considérer à un moment donné qu'il y a un groupe d'accompagnateurs et un groupe de décideurs. Et cela est inadmissible. Si à un moment donné, on fait de vous un responsable, ça signifie que vous êtes animateur d'une structure politique, vous êtes cofondateur du parti, même si vous n'êtes pas consulté au titre de donner votre point de vue, il est quand même élémentaire et même élégant que vous soyez informé de la décision qui est prise à un niveau. Et à ce niveau-là, je suis d'accord avec Jacqueline Dalla et j'ai partagé une grande partie de ses inquiétudes. Mais dire qu'au sein de Ensemble, nous ne sommes pas un groupe homogène, c'est faux. Nous sommes un groupe homogène, mais l'effervescence de la discussion politique voudrait qu'au jour le jour, d'ailleurs, Ensemble n'est pas installé. Et moi, j'ai toujours dit au président Moïse Katumbi, comme à mon spécial Salomon Skadila, qu'au lieu de nous fourvoyer dans des arrangements et des coalitions qui ne veulent pas dire leur nom, il est temps que nous puissions installer notre parti sur le territoire national en vue de représenter une valeur sûre en termes de pondération politique. C'est de là que nous viendra notre bonheur. Aujourd'hui, si nous aidons quelqu'un, tu vois, on insulte Moïse Nzangi, on insulte Chéribin Okende, on insulte Kissel Vanga, mais hier, on avait besoin d'un certain Moïse Nzangi pour que Mabouda parte. Hier, on avait besoin d'une certaine Kissel Vanga pour que telle décision soit prise, parce qu'hier, il y avait besoin d'une seule signature. Et donc, pour moi, l'union sacrée, parce que c'est ça la question qui est la plus importante, l'union sacrée de l'idée que nous avons eu à l'origine, de dire, nous nous présentons en un groupe homogène pour regarder les défis qui sont en face de nous, les défis sécuritaires, économiques, la diversification de l'économie, regarder les besoins sociaux de base. Cette idée-là, nous la soutenons. Mais une union sacrée où on commence à dire Katumbi vend les poissons, Bemba est un criminel, où il y a l'injure facile par des gens, en fait, qui ne valent pas la peine. Tu sais, on est dans un pays où vous vous réveillez hier, un pauvre vous louez une pièce à Kingasani, et le lendemain, vous vous réveillez, vous dites non, le professeur, comment on l'appelle, le professeur qui a construit le pont Makreli s'appelait comment encore? Lunda Boulou, c'est rien. Vous réveillez un matin, vous dites non, Évariste Bossab, c'est rien. Non. Si vous voulez être grand, commencez par reconnaître ceux qui sont grands. Et pour moi... Ça, c'est quoi? C'est depuis que vous lancez Jean-Marc Abounda? Non, écoutez, je ne peux pas venir de chez moi. Je ne peux pas venir de chez moi mettre un costume. Dit c'est lui qui vous indispose dans cette affaire chez Jean-Marc Abounda. Écoutez... Vous êtes mal à l'aise par sa vérité. Écoutez... L'autre dit que Katumbi est venu, non pas pour des postes. Vous nous avez fait croire que vous êtes venu pour les peuples, mais arrivé là-bas... Katumbi exige, par exemple, d'avoir l'Assemblée nationale, et Jean-Marc Kaboun s'oppose. Et depuis, il devient une bête noire de vous tous. Écoutez, Bemba et Katumbi, cher ami, mis ensemble. Cher ami, je vais vous faire une double lecture. D'abord, je ne peux pas avoir peur de Jean-Marc Kaboun, ou je ne peux pas lui lancer des piques. Il est de bonne guerre en politique. Si Jean-Marc Kaboun devait s'adresser de cette manière-là au transfert du FCC pour se faire élire comme vice-président de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, j'ai dit aux députés que c'est une honte. Je n'ai jamais ma langue en poche pour dénicher ou bien décrier les anti-valeurs. Kabound a été déchu de quel chef d'accusation? D'incompétence et de mégestion. Ok? Les députés peuvent me dire, si Jean-Marc Kabound vient de Kamba pour être purifié aujourd'hui, ok? C'est une aberration. On comprend que les députés naviguent à coups de vent et au profit de leurs intérêts. Ce n'est pas normal. C'est une tare dans notre démocratie. Deuxième chose,
Moïse Katumbi n'a jamais demandé à quiconque un poste. La preuve, on est en train de lui demander aujourd'hui d'être Premier ministre. Il ne le veut pas. On lui a menti. S'il vous plaît. Kabound a menti. Je dis ceci, je me répète. Je ne suis pas. Je pose une question. Ma parole n'est pas contre la parole de Kabound. Le jour où vous amenez Kabound en co-débatteur, vous allez voir la différence. Mais écoutez. Je place les choses dans leur contexte. Écoutez. On en est à ces débats. Écoutez, si justement une chose sort de son contexte, il devient un prétexte. Alors je te dis ceci. Moïse Katumbi n'a jamais demandé de poste. Ok? Deuxième élément, si Katumbi voulait des postes, il serait l'informateur. On le lui a demandé. Révélation suite au plateau. Troisième chose, on veut donner la primature ensemble avec comme condition que Katumbi soit lui seul Premier ministre. Et donc, ce n'est pas une question de poste, c'est de la démagogie à la politicienne. Deuxième élément, nous sommes sur un plateau sérieux. L'activité politique est autour des responsabilités. Vous avez une idée, vous avez un programme. Vous mettez ce programme en musique comment si vous n'avez pas de responsabilité. Alors, les responsabilités ne sont pas le fruit d'un partage de cacao. Les responsabilités sont le fruit, justement, de l'alchimie politique en termes de pondération. Ce que vous valez au Parlement. Vous voulez me dire que parce qu'il y a une idée qui est née dans la tête de Jésus, et que vous amenez 70 députés à quelqu'un, il fait tomber Mabunda pour son intérêt. Il n'est pas majoritaire avec ses 70 députés. Perrault, on ne parle pas de la majorité. Vous me ramenez à la même question. On ne parle pas de la majorité. On ne parle pas. Parce que vos 70 députés, vous n'êtes pas majoritaire. La vraie majorité, c'est le FCC qui l'a. Je suis très à l'aise. C'est le FCC qui l'a. Je suis très à l'aise. Vous refusez de reconnaître ça. Je suis très à l'aise. Le problème, Laurent. Je suis très à l'aise. Il y a une différence entre une majorité et le faiseur de roi. Je donne une alchimie en politique. Si Kabila garde à la limite 150 députés, parce qu'il faut dire que Bambounda est tombé avec les vents justement de l'Union sacrée, mais aussi avec un groupe de gens, de députés qui sont du FCC, mais qui avaient des griefs contre Mabunda et contre Nemi Mouilania. Et donc, si dans la reconfiguration voulue aujourd'hui, le Kabila garde 150 députés, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ok, avec leur structure peuvent arracher autour de 100 députés, ça signifie que dans cette assemblée, la personne n'aura la majorité. Alors, on a un choix à faire. Nous sommes en démocratie. Et donc, sans Moïse Katumbi, eh bien, on ne peut pas arracher. Et puis, je vous donne une information capitale. Je suis rassuré que vous n'en avez pas. Il y a ce qu'on appelle la majorité absolue en droit parlementaire et le quorum de décision. Et ça, c'est le droit mathématique, le droit constitutionnel mathématique. Ça ne suffit pas d'avoir 250 plus 1. Mais il y a des lois, il y a des décisions qu'on ne peut prendre que quand on a plus de 300 députés. Et donc, Katumbi a toute sa valeur et toute sa pondération politique à l'Union sacrée. Alors dites-moi, vous voulez des députés de Moïse Katumbi et vous ne voulez pas de la responsabilisation. Et vous voulez que nous soyons comptables en 2023. Ça, c'est un schéma politique qui est mouillé de mauvaises intentions. Mais moi, au Niemba, je dis que jusqu'à la preuve du contraire, nous étions à la question de savoir, on est venu faire le poste. Nous avons dit oui et non pour le poste. Oui, parce que nous représentons quelque chose. Oui, parce que nous serons comptables devant la nation. Mais non, parce que nous n'avons pas pour la guerre avant-gardiste des postes. Eh bien, je peux vous jurer que Katumbi, quand il quitte Joseph Kabila, il est gouverneur et derrière lui, il en emporte au moins 5 ministres et plusieurs responsables. Bolenge Tengue était ministre, Kamitato était ministre, Kibala était ministre, Moutinga était au Sénat. Et donc la question n'est pas un problème de postes. Et les gens ont une mémoire courte, j'ai l'impression. Mais le combat d'alternance ici, dont on entend aujourd'hui les pères de l'alternance vanter, je ne sais pas moi dans quelle brousse, mais c'est Katumbi qui a dit un matin, laissez tous les avantages qu'il avait comme gouverneur du Grand Katanga, le premier contributeur au budget avec plus de 3 milliards de dollars, alors qu'il a trouvé un budget à 300 millions, qui a dit il laisse tout ça pour dire à Kabila, pas un troisième penalty. Alors, les gens ont une mémoire courte. Moi, je me dis, bon, y aller, mais si quelqu'un estime que lui seul a la vérité, avec une politique d'injure facile, il n'y a aucune université où on apprend à quelqu'un comment insulter. Nous n'allons pas insulter, mais nous allons toujours le devoir moral de restituer la vérité. Maître Laurent Niemba, restituons la vérité. Là, c'est le politique qui parle. Laissez-moi tousser aux juristes. Mais non, vous avez vu la gymnastique à l'Assemblée nationale. Tel est fait ci, tel est cela. Dites-nous, Maître Laurent Niemba, juridiquement parlant, est-ce que vous pensez que, la procédure de l'élection du bureau définitif était valable? Est-ce que ces bureaux d'âge avaient-ils le droit, la compétence de pouvoir défenestrer un gouvernement
Et puis, troisième question, comment vous expliquez que la Cour constitutionnelle puisse rendre un arrêt qui autorise aux députés aujourd'hui de exprimer leur appartenance individuellement, mais que la même Assemblée nationale empêche aux candidats de pouvoir compétir de manière indépendante, comme indépendant plutôt? D'abord, je commence par la première question qui je suppose être importante. Je n'ai jamais négocié avec les valeurs et avec la vérité juridique. Je préfère encore qu'on me taxe d'ignorant, qu'on me dise que j'ai compromis mon savoir qui m'est cher. C'est tout ce que je vends. La première précision qu'il faut donner ici, c'est que nos lois n'ont pas prévu qu'au milieu d'une législature, en fin d'une session, qu'il y ait basculement de la majorité. Et donc, qu'on identifie un doyen d'âge en vue d'entendre un bureau. Il y a des cas de force majeure et un cas sui generis. Cela fut fait. On a installé un bureau d'âge parce que l'ensemble du bureau était concerné. Ça, c'est du bon droit. Maintenant, parce que le bureau d'âge était devant un cas sui generis, il ne pouvait poser la question qu'au juge constitutionnel, à qui la loi a donné le pouvoir d'interpréter la Constitution et les lois de la République. Mais ici, le commun des montagnes ne le sait pas, les juristes patentés comme ceux que vous avez reçus ici ne comprennent pas. Le juge constitutionnel, en dehors de ses 9 missions, a aussi, dans la doctrine ou bien dans la jurisprudence active, une autre prérogative, celle de réguler le fonctionnement des institutions. Ça signifie que si le juge constitutionnel se trouve devant un cas qui n'est pas prévu par la loi, comme il ne peut pas laisser un vide, il régule le fonctionnement. Je vous donne un cas pour que, pas que les étudiants qui nous suivent. Le juge a été saisi dans notre pays. À la fin, justement, du mandat de gouverneur, il y avait le vide dans des provinces. Et il y a eu un arrêt qui a été pris par la Cour constitutionnelle en nomination de commissaires généraux, spéciaux. Voilà un cas de régulation de la vie publique. Maintenant, revenons à la question du bureau. Comme le bureau a saisi la Cour pour demander la prérogative, vous savez que la session était à la fin. Tu sais, les vents politiques ne marchent toujours pas avec les dates constitutionnelles. On a posé la question au juge constitutionnel sur la possibilité du bureau à prolonger, donc à ouvrir une session extraordinaire avec un seul objectif du bureau. Tout bureau d'âge n'a qu'un objectif, de mise en place le bureau définitif. Mais parce que dans l'interprétation constitutionnelle, c'est là que les anthropologues n'arrivent pas. Pour dénicher l'esprit d'une question de droit, on ne va pas piquer un morceau du texte pour en donner une interprétation. Il y a un cours en 3e cycle qu'on appelle l'interprétation juridique, qui veut qu'on fasse la compilation de toutes les dispositions relatives à la question en vue d'en dégager l'esprit. Mais parce que le bureau d'âge a eu les prérogatives comment on dit, proroger son délai, mieux, de convoquer la session extraordinaire, la question maintenant qui relève de son ordre de jour n'est plus de la compétence du juge constitutionnel. Si donc le juge vous donne le pouvoir à vous de convoquer la session extraordinaire pour installer le bureau jouit de la plénitude de l'action du bureau définitif. Attendez. Attendez, c'est ce que ça veut dire. Tu devais payer le minéral pour ça. Vous parlez plus pour nos spectateurs. Oui. C'est-à-dire, en octroyant, laissez-moi utiliser ces verbes-là, le mandat de proroger, tacitement, la Cour constitutionnelle reconnaissait au bureau d'âge la compétence d'agir comme bureau définitif. Parce que le Parlement ou l'Assemblée nationale n'a que 2 missions classiques, en dehors des missions subsidiaires. C'est de contrôler et de légiférer. Et donc, à partir du moment où la compétence est octroyée au bureau d'âge
de convoquer la session extraordinaire avec un ordre de mission qui veut que on passe à l'installation du bureau définitif. Mais il faut maintenant cumuler avec le règlement de l'intérieur qui évoque la question des motions. J'ouvre une parenthèse. Et que les motions... Là-dessus. S'il vous plaît. Je veux me permettre. Et que les motions s'ouvrent à Beauvau. À tout moment, la loi le dit, aussitôt qu'une motion tombe, ça n'obéit plus à la dialectique de l'ordre qui est parti du départ. Départagez-moi cette opposition entre la motion et le règlement intérieur qui dit que une session extraordinaire est convoquée pour traiter d'une matière prédéfinie. C'est-à-dire, lorsqu'on appelle à une session extraordinaire, les matières sont clairement établies. Et lorsque vous lisez la convocation à la session extraordinaire, nulle part on dit qu'il y aura le contrôle. Est-ce que les deux textes ne s'opposent pas? Non. Les textes ne peuvent pas s'opposer parce que les deux textes ont été déclarés conformes à la Constitution. Mais c'est ça le problème, justement. Maintenant, regarde. Parce que vous ne pouvez pas convoquer une session extraordinaire sans un ordre défini, à la base. Et donc, l'ordre se dire, ok, élection ou installation du bureau définitif. Point. Maintenant, quand vous regardez le règlement de l'intérieur sur la notion d'émotion, ok, par rapport au contrôle, à tout moment qu'il y a une motion de censure, une motion, ça veut dire en droit de l'interprétation juridique, ok, c'est en fait pour vous dire que cette notion échappe, ok, au niveau classique ou à la dimension classique qui est prévue dans l'ordre du jour. Maître, je comprends prévu. Pas. Non, cette gymnastique-là, je ne comprends pas. Vous ne levez pas les deux dans ma tête. Vous avez deux textes qui, à mon point de vue, s'opposent totalement. Un article vous dit ceci, maître, qu'une session extraordinaire est convoquée sur base d'une matière définie. Et l'article se poursuit, je dois retrouver l'article. L'article dit, la session extraordinaire se referme, mais automatiquement, cette matière-là, vidée. Vous avez un autre article qui vous parle de la motion. Que lorsqu'il y a motion, tout s'arrête. Mais la motion n'est pas dans la convocation. Élucidez ça. C'est là la question. Non, mais c'est simple comme bonjour. Je vous ai dit ceci. Qu'ici, il s'agit de deux textes. Il s'agit de la Constitution et il s'agit du règlement d'ordre intérieur qui a été, lui, déclaré conforme à la Constitution. Et donc, ils font un. Et je t'explique en français facile que si une session extraordinaire est convoquée, la session a un ordre de jour prévu. S'il n'y a pas eu une motion dans l'entretemps et que l'ordre du jour est épuisé, c'est le cas du Sénat, c'est comme ça que je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est fait aujourd'hui au Sénat, mais je suis d'accord avec ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale. Parce qu'au Sénat, l'ordre du jour a été épuisé et que le président qui en a compétence a, à son niveau, clôturé la session. Tout rassemblement qui s'est fait en dehors de la clôture de la session faite par Tambwe Mamba est une association d'un parti politique pour un but X ou Y. Ça, c'est l'avocat de Tambwe Mamba qui parle. Non, je ne suis pas l'avocat de Tambwe, je suis l'avocat des textes. À un moment donné, vous avez quand même été avocat. C'est là le problème avec vous, les juristes. Selon vos tendances, vous pouvez trouver des textes pour expliquer. C'est ça le mal avec le droit. Je ne tomberai pas dans votre piège. Non, c'est vous. Je ne tomberai pas dans votre piège. Vous m'aurez dit que vous m'appelez comme avocat de Tambwe Mamba. J'allais déjà vous écrire que vous n'allez jamais trouver un dossier. Je suis patron d'un cabinet. Vous n'allez jamais trouver un dossier sur lequel il est écrit Farde Tambwe Mamba contre telle personne. Je n'ai jamais été son avocat classiquement. Mais tu sais, le piège... Donc, tacitement, oui, pas classiquement. Non, attends. Je n'ai pas de classiquement parce que j'estime que nous n'allons pas nous deux ici faire les discussions sur les ondits ou sur les positions des uns ou des autres. Parce que si vous défendez Pierrot, les gens vont dire que c'est son pote. Si vous défendez Pierrot, les gens vont dire c'est pas que c'est des amis, alors il les défend. Même si Pierrot a raison, si je te défends, l'opinion, tu sais, l'opinion, les 11, c'est l'opinion publique des mensonges. Et les gens ont toujours démontré que leurs limites, on doit gober leurs limites, pas qu'eux n'entendent pas. Je ne suis pas l'avocat de Tambwe Mamba. D'accord, mais je te dis seulement que
Pour le cas du Sénat, la session a été clôturée. Et donc, le secrétaire général, il n'a jamais été prévu dans une disposition constitutionnelle ou légale qu'une chambre parlementaire en vacances, le bureau ou bien le secrétaire général peut convoquer les sénateurs pour venir examiner une motion contre un membre du bureau ou l'ensemble du bureau. Là, c'est une violation totale de la loi. Je dis ceci, ça n'a jamais été un Sénat, ça va être une réunion d'un groupe d'individus qui sont libres aussi d'exprimer leurs opinions, mais ça va être tout sauf un Sénat qui va être organisé. Alors, si on passe par là, ça sera une dérive totalitaire, et donc on va prendre la Constitution, on va la jeter. Je n'ai pas amené la Constitution par hasard. Ça, c'est la compilation de Constitution qui date de 1908 à 2011. Je n'ai pas vu ce que je suis en train de voir au Sénat. Mais pour le cas de l'Assemblée nationale, je vous ai dit qu'à partir du moment où la session était encore en train de suivre son cours normal, ok, et qu'il y a eu une motion tout à fait cessante, il fallait absolument connaître de la question en vue d'examiner la motion. Si cela a pu aboutir au départ de Mabunda, ça c'est du bon droit. Alors maître, vidons la question de l'Assemblée nationale pour parler autre chose. J'ai posé la question sur l'application du texte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Là aussi, ça a posé problème. Vous avez vu des éminents comme Jacques Njoli être débarqués de ces élections. Mais certaines personnes estiment qu'il y a contradiction parce qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui consacre la non-impérativité des mandats des députés lorsqu'il s'agit de l'appartenance. Certains ont estimé que cet arrêt pouvait également s'appliquer lorsqu'il fallait se représenter, ou plutôt compétir au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Moi, écoutez, d'abord, j'ai fait mes recherches avec mon maître, qui est d'ailleurs un des membres du jury de la Cour constitutionnelle. Et je connais son écrit et je connais la valeur de ce qu'il écrit. C'est qui, Kalouba? Dieudonné Kalouba, que je salue d'ailleurs parce que c'est mon maître. Je sais que je n'ai pas encore échangé avec lui sur la question, mais je peux même me rassurer qu'il peut avoir une opinion dissidente. Peut-être qu'il va la publier un jour. Maintenant, regarde ma modeste opinion d'un pauvre chercheur sur la question des partis politiques. La loi congolaise, la constitution de notre pays, dit à son article 6, parce qu'il faut toujours s'appuyer sur la loi si vous ne voulez pas avoir la foudre des talibans. On dit, le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. Tout Congolais jouissant de ce droit civil et politique a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti de son choix. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. Ils se forment et exercent librement, ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs. Les partis politiques sont tenus au respect des principes, ça c'est autre chose. Il n'existe pas une autre disposition dans la Constitution, qui donne à une autre structure la prérogative de concourir à une élection. Même l'article 101 de la Constitution, qu'on a mis par tricherie à la révision du 20 janvier 2011, qui ajoute au-delà des partis politiques, le professeur Banyakou l'a dit, au-delà des partis politiques, le regroupement politique, parce que ça devait obéir à un schéma du FCC, à partir des mots qu'ils ont créés autour du PPRD, c'est là qu'ils ont fait cette révision en glissant les regroupements politiques comme partis politiques avec les mêmes prérogatives. Il n'y a que les partis politiques qui peuvent aller à concourir à une élection. Et donc, la question ici est au niveau du mandat. Le mandat appartient à un parti ou à un regroupement politique dans l'hypothèse où nous adoptons aussi l'article 101. Mais cela n'a aucune incidence par rapport au vote impératif ou non impératif. C'est ça la malice qu'il y a dans cet arrêt. R-Cons 1438. Les députés, en fait, en français facile pour que les communs des mortels nous comprennent, qu'en fait, on dit le vote impératif est nul. C'est-à-dire que si la conscience du député est téléguidée pendant qu'il veut poser un acte parlementaire, ce vote-là est nul. Mais que ce vote n'a pas de rapport avec les partis. C'est le parti qui est le titulaire du mandat. Et d'où l'intelligibilité selon laquelle vous quittez les partis, la conséquence est un adverbe très important. Vous perdez les mandats. Et donc, et les députés,
et les deux suppléants ne peuvent, à court d'une mandature, d'une législature, quitter délibérément. Mais on ouvre une boîte à Pandore en disant que le député peut, en ce moment-là, et on fait le jeu de moi, en fait. La question, elle est française. Elle n'est pas une question ontologiquement constitutionnaliste. Parce qu'en réalité, on a violé la Constitution. Cet arrêt pose un problème. Mais à quel moment ça devient... il n'y a pas de crime parfait. Vous dites que les députés sont libres. Ok. On admet qu'ils sont libres. Expliquez-moi la qualité qu'a un bureau d'âge, faisant soit-il office de bureau définitif parce que obtenant des prérogatives exceptionnelles ou d'exception, a pour annuler les candidats des autres. Si vous êtes peu perdu et que dans l'expression au Parlement, votre mandat ou votre action est non impérative ou non impératif et que vous déposez votre candidature comme indépendant parce que vous n'êtes plus comptable vis-à-vis de votre parti qui est le cordon ombilical en fait qui vous tenait. Est-ce que vous voyez notre débâcle? Est-ce que vous voyez la fin de l'État? Est-ce que vous voyez des violations programmées, des lois fondamentales? En fait, c'est la construction, la confection d'une oligarchie constitutionnelle en vue de faire plaisir à des individus. Il est toujours possible de bien faire, toujours avec les mêmes textes. Donc la République est en danger. La République est en danger. Cet arrêt est un arrêt qui pose des problèmes. L'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ok? Dont tes membres vont au maître. Non, attendez. Si l'arrêt vaut son pesant d'or, alors Mbosso est une calamité historique. J'ai posé la question à Mbosso. D'où trouve-t-il, lui, le pouvoir d'invalider les candidatures des autres? Et par élégance politique dans ces pays pérou, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Comment vous pouvez vous représenter la personne qui, en fait, est en train de tenir comme patron une plénière et au même moment candidat? Il n'a même pas eu une minute pour se déporter, sauf au moment d'aller mettre les papiers dans l'urne. Non, mais il y a une jurisprudence là-dessus, hein? Non, mais attendez. Mbenzantoubi était président de Attendez, ne copiez pas de mauvaises jurisprudences. Alors tu parles à un technicien. À quel moment une question devient une jurisprudence? C'est quand, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, une question soumise à des juges de des juges différents, ils se sont exprimés dans la même orientation. Tu veux me dire que si un journaliste s'est mis hier nu à la télé, a fait de sexe tapes, c'est que ça devient une jurisprudence pour Perrault Louaba dont on connaît la valeur scientifique et dont l'expertise dans ton domaine est indéniable? C'est ça la jurisprudence? Alors vous voulez nous dire aussi que nous sommes en train d'avancer en reculant? La jurisprudence n'a de sens que quand elle est conforme à la loi. C'est même ça la condition que la loi donne sur les questions de us et coutumes. Elles ne peuvent avoir une valeur que quand elles sont conformes à la loi. Mais toute coutume n'est pas à utiliser ou à hésiter parce qu'elle peut énerver les dispositions légales. Mais j'évoque ici l'élégance. Tu sais, dans l'échiquier des valeurs en termes de sources de droit, en dehors de la loi, il y a plusieurs autres sources auxquelles les gens ne font pas attention. Même les principes généraux de droit ont déjà démontré de par le monde que si vous êtes candidat à un poste, vous ne pouvez pas accepter d'être jugé parti. Quand Mbosso dit alors, le président Mbosso appelle le candidat Mbosso, qu'est-ce que tu peux dire à tes enfants? Tu vas leur dire à quelle langue? En Kitoa, en Tété, là ou en Chiluba? Il faut qu'on arrête. Même si on veut faire plaisir à une dynamique, mais il faut les faire dans le respect de la loi. Onyemba, ne comptez pas sur moi en disant il est ensemble pour la République, il est Union Sacrée, il est MLC, il est UDPS, et que tant que je vois une violation constitutionnelle, je ne vais pas le dénoncer. Je vais le faire, quel que soit le taux et le conteneur d'insultes, parce que je sais que la vérité est têtue, elle vient lentement, elle va finir par nous donner raison. Onyemba, on va terminer cette question-là pour parler d'une autre question. Il y en a qui estiment qu'aujourd'hui, la République est en train de perdre de sa saveur. La République est en train de se faire tordre le cou par des violations graves de la loi. Il y en a qui vont même loin en disant que là, nous subissons en matière de respect des lois un recul. Est-ce que c'est votre cas? Vous pensez qu'en 2 ans de mandat, Félix est en train de nous amener vers l'enfer
en matière de violations flagrantes de la Constitution et de la loi? Non, moi je ne veux pas que vous puissiez dire c'est Félix. C'est son régime quand même. Non, non. Ça c'est des concepts à la Kabylie en disant tout ce qui se fait. Les responsabilités sont individuelles. Moi je ne veux pas qu'on pense que c'est Félix le problème à lui seul. Oui, il est garant de la nation. Oui, il est magistrat suprême. Oui, mais s'il pouvait être omniprésent, il n'y aurait pas un gouvernement, il n'y aurait pas un conseiller, il n'y aurait pas de DIRCAB. Moi, mon problème, c'est l'entourage du président. Parce que je ne vais jamais oublier que je vous ai rappelé sur ce plateau en disant il y a 3-4 ordonnances qui ont été prises par le président que j'ai taxées d'inconstitutionnelles. Je me rappelle encore la loi sur cette histoire de anticorruption dont le coordonnateur lui-même a été pris au piège. Mais dites-moi du point de vue moral, si la personne qui est censée traquer les corrompus et les corrupteurs, lui-même, je ne dis pas qu'il a été mis en examen pour tel ou tel autre chef, je ne vais pas en répondre demain, mais ne fût-ce que laisser courir des soupçons. Tu sais, un jour, je me mariais, j'ai dit à ma femme, ce qu'on reproche à une femme mariée, ce n'est pas qu'on te trouve à flagrant délit. Mais un homme normal, de ma trempe, je n'arriverai pas à ce niveau-là de te trouver à flagrant délit. Je vais m'arrêter au niveau des soupçons. Si une femme mariée, il court autour de toi des soupçons, c'est qu'il y a déjà un problème. Pero Louawa, tu descends et puis on te dit non, on a vu ta femme et la tenue qu'elle avait et la manière dont il parlait à un garçon, ce n'est pas normal. Entre nous soit dit. Qu'entre nous soit dit, tu connais la sanction. C'est donc ça le problème. Quand on vote la loi sur ce service, on n'a jamais vu la frontière juridique entre ces gens qui vont faire le travail pour chasser les corrupteurs et les corrompus, les OPJ, les magistrats. C'est comme un peu aujourd'hui le travail qui est fait au niveau de l'IGF. Un service technique de l'État. On parlera de ça d'ailleurs. Je voudrais qu'on termine les okay. Et donc pour moi, la question n'est pas de dire qu'il y a des bâcles complètement sur les violations de loi, mais je peux mettre aussi dans le compte des douleurs d'affrontement. Tu sais, les métiers de la gestion de la chose publique, quand vous n'avez jamais été dans ces arcanes, c'est comme quelqu'un qui va faire le champ, mais il est temps que, avec le nouveau directeur de cabinet, qui a une expertise suffisamment aussi avérée, il est temps... Personne n'a l'expérience d'être président de la République. Hein? Non, attendez, je dis ceci. Je n'ai pas dit que je ne parle pas de la fonction du président. Vous parlez de... Je ne parle pas de la personne... On est fusible, on sait. Je ne parle pas de la... Là, on met des gants pour s'attaquer à Félix lui-même. Non, écoutez, fusible pour, si vous me dites que je mets des gants, je dois l'admettre. Je connais la politique. Je dis ceci. C'est-à-dire que là, il faut pas incommoder le chef. Pero, on lui trouve des fusibles. Je ne parle pas d'incommoder. Quand le président ne fait pas bien, je l'ai toujours dit. Et si c'est la sanction que j'aurai pour ne pas occuper des fonctions dans ces pays, pas que je vais dire au président qu'ici ce n'est pas bon, alors je vais m'incliner. Mais je reconnais une chose, le président Félix a dit, il veut la critique. Pour autant que je ne l'ai pas dit, président de la République, tala ma colonayo, maman nayo, papa nayo, je suis à l'aise en disant, président, sous telle disposition, les gens qui sont censés travailler ont violé la loi. Pas qu'il va les interpeller pour leur dire, venez. Vous avez suivi Laurent? Bon, il semble qu'il s'y connaît un peu. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire autrement que ce qu'il a dit? La critique, quand elle est constructive, elle est bien. Je n'ai pas dit que jusqu'aujourd'hui, on parle de violation en violation, mais il y a eu beaucoup de ratés. Il est temps qu'on puisse y réparer. Et donc, j'y crois encore. Il n'y a pas encore de quoi s'alarmer outre mesure. C'est l'apprentissage qui est tout à fait difficile. C'est toujours difficile, mais je pense qu'il faut que les responsables et ceux qui entourent le président puissent améliorer la façon de faire en vue de ne pas laisser côté négativement le bilan du président en 2023. Madame, Monsieur, je rappelle que vous suivez l'émission Contre nous, soit dit. Un invité est avec nous ce soir sur ces plateaux. C'est Maître Laurent Onyemba. À la fois, on parle politique, on parle droit, on parle un peu de tout. Maître, alors, je voulais qu'on parle maintenant de la situation à l'inspection générale des finances. Avec M. Jules Alengueti, qui multiplie des conférences de presse à gauche et à droite. Comment jugez-vous le travail? Je parle du droit, hein, restons dans le droit, hein, dans les principes. Comment jugez-vous le travail qui est abattu par M. Jules Alengueti comme inspecteur général des finances? Moi, pour moi, M. Alengueti, que je respecte comme parent, parce que de notre éducation, nous avons l'obligation de respecter les parents. M. Alengueti fait son travail classiquement.
mais il fait un travail que l'État ne lui a pas confié. Le travail qu'il fait, c'est un travail un peu, je donne un exemple du parquet. Le jour où les parquets t'appellent, ou un magistrat t'appelle qui instruit ton dossier, te dit, Monsieur Perrault, tu sais que Laurent a déposé une plainte contre toi ici, mais qu'est-ce que tu dis? Après tu dis, non, viens à Bandal, on va se voir à Yesunudjibou. Ça signifie qu'il te fait des appels de pied parce qu'en ce moment-là, il est hors office. La mission... Alengue, tu fais ça dans son travail? Je dis ceci. Ok. La mission de l'inspecteur du travail n'est pas une mission de faire des points plutôt l'inspection des finances, n'est pas de faire des points de presse. Monsieur Alengeti et l'inspection des finances relevaient avant de la compétence exclusive du ministère des Finances. Jusqu'au moment où, avec les réformes, l'IGF jouit désormais d'une double tutelle. Ministère des Finances et la présidence. Le travail qui lui est confié est un travail en un mot. Beaucoup peuvent dire 3 missions, mais je peux résumer ça en une mission. C'est la vérification de l'orthodoxie dans les dépenses de l'argent qui sort du trésor public. Point barre. Et quand il finit son travail, l'inspecteur des Finances ne peut qu'aller faire rapport au ministre des Finances et à la présidence de la République, pas au président de la République. Parce que M. Alenguet confond le président de la République à la présidence et la présidence de la République. Deuxième chose, quand il fait ses rapports, il finit, M. Alenguet, son travail est terminé. La loi ne lui donne aucun pouvoir de poursuivre tel individu qu'il aurait pu, lui, dans son rapport, indexer. Dites-moi, sur le pied de quelle disposition légale M. Alenguet se réveille un matin et dit non, les ministres vont aller en prison. Et il cite les ministres nommément. Et vous voyez une ribambelle de journalistes, visiblement télécommandés. Ok? Laissez les confrères faire leur travail. Non, je respecte beaucoup les confrères. Mais je suppose qu'il y en a qui ne sont pas qui ne méritent pas d'être appelés vos confrères. Parce que si un journaliste, on lui met les mots dans la bouche, pour aller justifier un inspecteur des finances, alors il y a un problème. Est-ce que l'inspecteur des finances a besoin d'autant de publicité, alors qu'il nous donne l'horaire et les points de presse qu'il va faire par rapport à chaque dossier? Maintenant, pour être beaucoup plus précis, je suis dans le cas de Bukangalonzo. L'inspecteur des finances est saisi par Matata Pogno en disant, d'abord il est tombé dans le piège. Est-ce qu'un inspecteur des finances peut accepter de lui-même qu'un citoyen congolais vienne lui dire, viens voir un peu comment j'ai géré tel dossier, et il meurt dans la maison? Mais qu'à cela ne tienne, il commence à auditer la gestion de Bukangalonzo. Il bombarde des chiffres sans soubassement. Il finit sur des conclusions avec des concepts qui n'ont rien à dire. Oh non, M. Matata a une responsabilité, ou bien il y a un groupe d'individus avec une responsabilité intellectuelle. Je pose la question à M. Alenguet. Sur le pied de quelle disposition pénale il est écrit qu'il relève en droit pénal d'une responsabilité intellectuelle. En citant 3 ou 7 personnes sont concernées. Je ne sais pas si tu as suivi. 3 seraient déjà avec des immunités, donc ils sont au Parlement. 3 sont en fuite. 1 soit assassin. Est-ce que ce rapport est un rapport normal? J'ai critiqué en son temps ce rapport. Mais regardez ce que font vos confrères alors. De la facture de Perrault Louawa. Bienvenue Bakoumania. Israël Moutala. Rachel Kitita. Eric Kitikouma. Ils démontrent noir sur blanc. Ils intitulent ça débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo, cause, responsabilité et perspective. Non, mais avant pour ton information, il les a reçus. Écoute-moi maintenant, c'est très important. Pour ton information, M. Alenguet, il les a reçus. Il leur a dit, je n'en veux pas, Matata, c'est mon ami promotionnel. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens, et même la personne qui a fait cette enquête, ok, à un moment donné, a des ramifications avec ses copains du PPRD, et donc ils peuvent avoir été influencés. Je n'en veux pas à Matata Pogno.
Mais il ne contredit pas les rapports. Mais l'IGF ne donne pas de propositions comme les amis l'ont fait. Il a contredit parce que l'IGF a publié un communiqué estimant que ces stades ont été achetés. Les parallélismes de forme. Hein. Il a publié un communiqué en disant que vous pouvez beau crier et recruter des journalistes comme vous voulez. Le parallélisme de forme, hein, veut que si les amis répondent ou font un travail de cette facture, que vous fassiez aussi la publication de votre propre rapport. Parce que c'est Matata Pondo qui demande qu'on puisse auditer Bukangalonzo. Ok? Et que vous voulez trouver un responsable intellectuel. Les amis ont fait une conclusion en disant que Bukangalonzo peut être relancé, que l'argent qui a été mis, ce n'est pas le montant de 280 millions comme Alenguet l'a dit, c'est plutôt 153 millions de dollars. Est-ce qu'on peut expliquer cet écart? Troisième élément, c'est après que Matata soit parti que Bukangalonzo a connu ce débat, ce qu'on appelle débat, parce qu'on a arrêté le financement. Et donc, s'il y a responsabilité à trouver, c'est Henri F, qui était ministre des Finances, qui a coupé. Pourquoi il en veut à Matata? Voilà le piège. Si on est un service de l'État et qu'on veut s'attaquer aux individus. Deuxième dossier, il s'apprend aujourd'hui à l'EPST. Oui, en citant nommément, Willy Bakonga va aller en prison. Et curieusement, quand il parle de Bakonga, il s'attelle substantiellement sur la question de Sekopé. Mais je rappelle à l'inspecteur des Finances que le travail qu'il est censé faire n'est pas un travail du parquet. Il se limite à faire ses rapports. S'il estime aujourd'hui qu'il n'y a qu'aujourd'hui qu'il a beaucoup d'espace pour faire le travail, le chef d'État ne lui a pas donné la mission de citer les gens qui vont aller en prison, encore moins les dossiers autour desquels il soit en train d'investiguer. Ça s'appelle appel des pieds. Ok? Et donc, quand il dit Willy Bakonga doit aller en prison, ou bien il indexe les PST, parce qu'il veut toucher les points sensibles qui relèvent de la présidence en disant le chef d'État parle de la gratuité de l'enseignement. Mais à l'EPST, il y a Bidimbu, qui est le vice-ministre, qui relève, en fait, qui est très proche du président. Donc, Bidimbu est complice de Bakonga. Mais parlons techniquement. Il y a à peu près aujourd'hui 58 735 enseignants nouvelle unité identifiés du primaire qui sont pris en charge. Et que le CECOPE, son travail est à quel niveau? C'est de fournir justement à la fonction publique les fichiers d'identification des enseignants qui doivent être pris en charge par les trésors publics. Les ministères de l'EPST ne se limitent qu'à nommer des animateurs. Si vous voulez voir clair sur les 1 million qui va à destination de CECOPE chaque mois, mais les responsabilités et les responsables sont connus. Encore que quand quelqu'un est en phase d'instruction d'un dossier, je ne sais pas ce que le ministre des Finances, plutôt l'inspecteur général des Finances, vient faire dans un dossier qui est déjà au parquet. Mais il a toujours fait aussi des enquêtes ici au niveau de l'argent de Covid-19. À un moment donné, on a indexé le ministre Eteni. Pourquoi lui ne nous dit pas la suite des dossiers de fonds destinés à la campagne ou bien à Task Force de Covid-19? On sent dans le chef de Alenguet qu'en fait c'est un travail qui obéit à des officines politiques. Si aujourd'hui vous voulez mettre ce qui est contre Bakonga, ce qui est contre le CECOPE sur le dos de Bakonga, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais regarde ce qu'il appelle débâcle, ou ce que nous appelons débâcle. Les 100 millions sur les 800 de millions qu'on devait donner en appui à la gratuité de l'enseignement, la Banque mondiale a suspendu. A été suspendu du fait justement de ces sorties. Mais nous avons une politique interne dans notre pays. Si vous êtes IGF et vous faites un travail, vous donnez des rapports acquis des droits. C'est le même suivi sur RFI. Alors, vous vous imaginez quelle faute déontologique. Il est tenu au devoir de réserve. Il est tenu au devoir de réserve. Dites-moi, est-ce que Alenguet a des rapports avec la Banque mondiale? Il connaît combien de temps les Sélé et la Gouli ont mis pour convaincre la barre de la Banque mondiale à soutenir la gratuité? Il connaît combien de fois le chef d'État a fait le voyage pour motiver et mobiliser les partenaires en vue de soutenir ce projet phare qu'est la gratuité? Mais parce que tu n'en veux pas la tête de Bakonga ou de tel autre, tu vas organiser des points de presse jusqu'à permettre justement à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux d'arrêter le financement dans un programme, dans des contextes post-Covid. Moi, je me dis, nous sommes dans un pays où je ne sais pas. Moi, j'estime que des gens comme les Matata, comme Mbakonga, doivent aller au devant de la scène.
en demandant au parquet, en déposant une plainte contre Alenguet en disant vous avez fait beaucoup de déclarations. Parce que si vous restez dans le champ de votre pouvoir comme inspecteur général des finances, ok, vous êtes couvert. Mais si vous sortez de ce champ en faisant des points de presse, vous pouvez vous livrer à des diffamations et des accusations gratuites. Et donc, passible de sanctions pénales, et donc vous pouvez aller répondre en justice. Mais par-delà toutes les considérations, le chef de l'État nomme un gouvernement avec des ministres. Même si ces ministres ont pris de l'argent, vous ne pouvez pas parler des hauts responsables de la République avec autant de légèreté devant des petits micros, au nom des intérêts occultes et obscurs. C'est cela la moralisation de l'État. Est-ce que lui, dites-moi, ces rapports n'auraient pas de valeur si lui n'avait pas fait de point de presse ou n'avait pas appelé 3 journalistes pour leur dire tel va aller en prison? Maintenant, si déjà le procureur général de la République, M. Mumba, que je salue, dont le travail est quand même visible aujourd'hui, ne peut pas dire Perrault Loire, viens ici, tu vas aller en prison. D'où tire-t-il, lui, le pouvoir à Lengueti de citer nommément de gens qui vont aller en prison? D'où? Ça s'appelle une république bananière. Ça s'appelle une caporalisation de l'administration publique, une politisation des enquêtes ou des inspections qu'on fait. Mais dites-moi, qui nous donne quels les critères d'identification des services auprès desquels il doit aller faire cette inspection. Aujourd'hui, il commence à aller au Sénat. Donc, partout où il apprend qu'il y a eu un chèque, partout où il apprend qu'il y a eu des bruits de chèques, il va faire l'inspection, qui nous montre des missions de routine qu'il fait dans les entreprises. Nous avons dit que 15 millions échappent au trésor public. Pourquoi Lenguet ne nous a pas dit ça? Mayobo a fait ce rapport. Pourquoi Lenguet ne nous a pas dit ça? Vous pensez quoi? Alenguet est-il incompétent, ignorant ou utilisé? Non, je ne vais pas aller dans vos mots. Moi, j'estime que il opère ultra petit A. Il y va au-delà de ses compétences. Le travail qu'on lui donne, c'est un travail de dire, vous êtes service public de l'État, vous êtes allé à telle entreprise, vous avez identifié les problèmes, vous faites votre rapport, vous envoyez au ministre des Finances une copie au chef de l'État. S'il y a des questions qui touchent à une mauvaise gestion des finances publiques, la question va être débattue en Conseil des ministres, il y aura des résolutions. Le chef de l'État peut instruire le ministre de la Justice pour dire, dans tel service, tel ministère, il y a eu violation des lois de finances ou bien il y a eu détournement, et c'est au ministre de la Justice que la loi donne le pouvoir de donner injonction au procureur général de la République pour ouvrir une information judiciaire. Et cette information peut aboutir sur un non-lieu, ce qu'on appelle classement sans suite. Faire autrement, ça veut dire faire de la politique et alors travailler pour son compte, ce n'est pas travailler pour le compte de l'État. Autant il a monté ses limites dans l'affaire Boukangalonzo, autant il monte ses limites dans l'affaire Bakunga. Et donc, on sent de l'acharnement, et c'est inadmissible, surtout dans le cas de Bakunga, qui est ministre en fonction. Un inspecteur, même du point de vue protocolaire, un inspecteur ne peut pas s'adresser à un ministre national nommé par le chef de l'État, ok, de cette manière-là. Il n'y a pas d'élégance. Il faut moraliser la vie publique dans notre pays. Il y manque cette élégance politique. Maître Laurent Onyemba, on a fini l'émission. Perrault, je vous remercie. C'est moi qui dois vous remercier, cher frère. Merci d'être passé nous voir. Je serai toujours disponible chaque fois que vous aurez besoin de moi. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, l'émission est donc terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Maître Laurent Onyemba. On l'a reçu dans sa casquette d'homme politique, des spécialistes en droit pour tenter un peu de décrypter l'actualité politique, mais aussi les matières de droit ici en RDC. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes.